Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Vinola de Passion Apsara et Parents Para, avec qui nous allons parler de féminisme et religion. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage tout particulier à Clémence Mouélé-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Vinola, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour, donc je suis Vinola, je suis une femme d'origine indienne. Plus précisément, je suis franco-tamoule, donc le Tamil Nadu, c'est une région au sud de l'Inde. Et cela fait à peu près 5 ans que je milite sur les réseaux sociaux et que je fais de l'activisme, donc notamment par la danse. Donc j'essaie de travailler sur les représentations dans le monde des danses indiennes, représentation des femmes notamment. Donc voilà, donc ça fait 5 ans que je travaille dur là-dessus. D'accord, merci pour cette petite présentation. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir, toi, quelle était ta définition de la religion et du féminisme? Et aussi, vu que tu as commencé à parler de la danse, que c'est aussi des sujets qui intéressent, parce que voilà, on parle d'un sujet, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu t'es découverte cette passion de la danse. D'accord. Alors grosso modo, la religion, elle a toujours été présente dans ma vie. Donc la religion, donc je parle de la religion hindouiste. Donc mes parents sont de confession hindouiste. Alors ça peut sembler particulier peut-être comme religion par rapport à d'autres religions monothéistes qui ont des écrits avec par exemple peut-être des conduites à tenir, en fait, des comportements à avoir. Là, c'est un peu plus complexe quand on commence à interroger les gens. En fait, on a l'aspect religieux, donc les prières qu'on va pratiquer, mais savoir ce qu'on doit faire, comment on doit faire, quels sont les réels interdits, etc. Il y a un peu un flou, on va dire, artistique là-dessus. Donc voilà, donc la religion, elle a toujours été présente et on a même une sorte de baptême à faire après forcément après la naissance, hein. Donc en général, on se rase la tête et on se fait percer les oreilles dans le temple qui correspond, on va dire, à peu près à notre divinité, à notre saint, qui est, comment dire, différent en fonction des familles. Et donc déjà dès ce moment-là, en fait, ça marque aussi votre entrée dans la religion, donc déjà très petit. Par rapport à la question du féminisme autour de la religion hindouiste, c'est un peu complexe. C'est pas forcément quelque chose qui est venu dès le départ. Avant que la question du féminisme arrive, je pense plutôt que, par exemple, il y avait des interdits dans la culture, des choses qui se faisaient pas. Et moi, autour de l'âge de 20 ans, j'ai essayé de savoir justement quels étaient les textes, est-ce que c'était marqué quelque part, ou est-ce que c'était juste des habitudes, des coutumes, et plus culturelles. Et donc, voilà. Mais on peut aussi dire que la question du féminisme, elle s'est posée plutôt durant la puberté. Parce qu'après l'arrivée des premières règles, on ne peut pas pratiquer les prières telles qu'on le souhaite. Les jours où on a les règles, en fait, on n'a pas accès en fait au temple ou à la zone de prière. Donc ça, c'était bizarre, mais en même temps, moi, ça m'arrangeait parce que je suis pas particulièrement religieuse. Pour moi, ça m'évitait de faire des tâches supplémentaires le jour des festivités. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi en profiter en disant «Ah, j'ai mes règles!» Enfin, on va pas se mentir, c'est déjà arrivé, voilà, pour squeezer un peu le truc, quoi. Mais du coup, par contre, je voyais beaucoup ma mère, durant les festivités, faire toutes les préparations. Donc quand c'est des jours de grandes festivités, il y a beaucoup de choses à préparer pour manger. Enfin, faut nettoyer la maison, etc. Et par contre, au moment où on fait la prière, la personne qui va officier, ça va être le chef de famille, donc le père. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre
parce que, en fait, en gros, notamment toutes les tâches comme même en France ou dans toutes les cultures, en fait, les femmes ont fait beaucoup de tâches et par contre, au moment de donner, on va dire le rôle le plus important, chose pas logique, ça va être la personne qui s'est, on va dire, le moins investie sur cette tâche-là qui est là. Donc j'ai toujours trouvé ça bizarre et donc en fait ça je me suis posé des questions autour du patriarcat dans la religion plus tard, sachant qu'en plus on voit pas d'officiantes femmes dans les temples. Voilà. Donc ça, maintenant je sais qu'il y a des endroits où ça peut exister, mais voilà, c'est quand même pas très bien vu. Voilà. Et par rapport à la danse, en fait, le lien, c'est que moi j'ai pratiqué une danse classique, enfin que je pratique toujours, qu'on appelle le Bharatanatyam. Donc c'est une danse classique du sud de l'Inde. Et en fait, l'histoire nous dit qu'en fait, il y avait des femmes qui étaient données au temple, dont le but, c'était uniquement de s'intéresser à la danse et de danser. Et donc, elles avaient des parcours de vie qui étaient différents des autres femmes de la société. Donc, elles étaient à la fois érigées un peu comme des saintes parce qu'elles étaient, elles se donc on employait le mot devadasi, mais c'était un peu genre la servante de Dieu, quoi. C'était un peu ça. Mais durant la colonisation, faut savoir que ces femmes ont été, on leur a reproché justement d'être libres et comme elles dansaient et que, je sais pas moi, le regard des Anglais à l'époque victorienne, c'était, voilà, pour eux c'était des prostituées, donc elles ont été accusées de prostitution et ça a quand même pas mal éliminé leur art, ça les a effacées de l'espace public. Et après, il y a eu une appropriation culturelle en fait de cette danse par les hautes castes indiennes, donc notamment brahmaniques, qui ont réécrit l'histoire. Et donc, depuis que, comment dire, les brahmanes, on va dire, se sont plutôt accaparés cette danse, là, c'est cool de la faire. C'est même très bien pour une fille de famille. Une bonne fille de famille doit faire du Bharatanatyam. D'ailleurs, à l'époque où ces femmes le pratiquaient, ça s'appelait pas Bharatanatyam. Il y a vraiment eu une révision de toute l'histoire de cette danse. Donc voilà. Donc c'est aussi lié à la religion, au puritanisme, voilà. Enfin, donc voilà. Ouais, c'est hyper intéressant, tout ce que tu viens de nous dire, donc je vais rebondir un peu de façon chronologique pour demander des précisions. Parce que, déjà, pour commencer, tu parlais, que chaque personne a sa propre divinité, son propre saint. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, qui est ta divinité, qui est ton saint, ta sainte. Également aussi pouvoir comprendre pourquoi quand on a ces règles, on peut pas prier. Enfin, qu'est-ce qui explique, cela? Et aussi, par rapport à ce que tu racontes, avec la religion et la danse, c'est vrai que je savais pas du tout, je connaissais pas du tout cette histoire que, bah, au finalement avec, comment dire? Je trouvais ça intéressant de savoir que la danse, elle avait une place importante, mais que du coup, suite à la colonisation, ça a un peu changé le statu quo et du coup, c'est vrai que ouais, c'est des choses hyper intéressantes à savoir et potentiellement aussi creuser encore cette histoire de la danse et toi, comment tu la pratiques, dans ta religion. C'est ouais, comment ça se manifeste? D'accord. Alors, désolée, la première question, c'était au niveau des divinités, au niveau des saints. Alors, c'est très particulier parce que j'essaie encore de le comprendre et comme je suis française, c'est vrai que j'ai pas forcément accès aux écrits anglais. Enfin, c'est pas l'information n'est pas hyper accessible pour moi. Alors en fait, dans la religion hindouiste, en fait, ce que tu vas lire sur Wikipédia ou sur les grands livres, etc., c'est qu'ils vont te parler de la Trimurti. Donc en fait, il va y avoir trois grosses divinités. Donc on va avoir Brahma, qui est, on va dire, le dieu qui a, comment dire, créé l'univers. On va avoir Shiva, qui va être un destructeur. Donc il va y avoir des périodes de destruction et Vishnu qui va plutôt venir recréer derrière la destruction en fait. Bon, évidemment, je suis pas je fais pas de théologie, etc. Donc mes propos peuvent être complètement imprécis, mais voilà, voilà, c'est pour placer un peu le contexte. Et en fait, Shiva va avoir une femme, des enfants, Vishnu aussi, il va avoir des avatars, etc. Donc ça, on va dire, c'est l'hindouisme tel que c'est décrit, d'accord. Mais à côté,
avant que l'hindouisme soit là, il y avait aussi d'autres religions qu'on peut qualifier d'entre guillemets peut-être tribales, rurales, etc. Donc il y avait d'autres pratiques avec d'autres divinités. Alors là, ça va être beaucoup plus proche de la nature. Enfin, on va avoir voilà la déesse pour, je sais pas moi, pour la connaissance. On peut avoir des divinités qui sont vraiment propres parfois à chaque village, etc. Donc comment est-ce que ça se mêle dans l'hindouisme? Moi, je suis un peu perdue parce qu'on va avoir l'hindouisme avec la Trimurti, on va dire avec un arbre généalogique qu'on connaît, mais à côté, on va aussi avoir des gens qui vont prier pour ces petites divinités. Donc voilà, je sais pas trop comment, enfin j'essaie toujours de comprendre comment, voilà, comment est-ce que on peut tout mettre ensemble. Et du coup, dans chaque village, on peut avoir des petites divinités. J'ai quand même l'impression que c'est souvent des divinités femmes autour de moi. Donc ça aussi, c'est un peu bizarre parce que la Trimurti, on va dire, est très masculine. Et après, on va avoir les femmes de, les femmes de un tel, etc. Et pourtant, en fait, dans l'aspect, on va dire, je sais pas si on pourrait dire même que c'est des aspects païens à la religion hindouiste. Enfin, mais il va y avoir beaucoup plus de femmes. Donc nous, par exemple, on est d'un village. Donc évidemment, par contre, on prend la divinité du côté du papa. Voilà, comment le patriarcat est là aussi. Et donc nous, c'est Shridala Devi, donc c'est une déesse. Donc après, je sais pas exactement ce qu'elle apporte, mais évidemment, en fait, nos divinités, elles apportent de la protection à la famille, voilà. Donc voilà, donc chaque chaque sainte protège en fait votre maison en fait. Donc je pense que c'est un peu, ça peut ressembler un peu à ce qu'il y a dans le christianisme ou le catholicisme, j'imagine. Donc voilà. Ok, ouais, hyper intéressant. Mais du coup, petite question, c'est ton papa qui avait choisi cette divinité-là ou pas du tout? Non, c'est un héritage. Voilà, donc lui, en fait, on choisit pas. C'est le papa, donc sa maisonnée avait cette divinité, mais du coup, lui, il l'a hérité de mon grand-père, et puis j'imagine comme ça, mais je sais pas jusqu'à combien de temps auparavant. Donc voilà. Après, il y avait une autre question. Dans les questions, oui, que j'avais posées, c'était l'arrivée, des premières règles et pourquoi on peut pas pratiquer et aussi pendant que j'y pense, car il y en a une que j'ai oublié de te poser et que je me dis que ça va aussi bien dans ce que tu nous avais dit, c'était par rapport au fait, les officiantes femmes, qui en avaient pas et déjà de nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est pas très bien vu aussi. Ok. Bah, de toute manière, le fait d'être une femme dans les lieux où on l'on officie, qu'on soit officiante ou pas, en fait, le problème, c'est la pureté, en fait. On considère qu'à partir du moment où les femmes ont leurs règles, elles sont pas assez pures. Alors, je me suis posé la question de d'où ça venait. Je me dis, bon, peut-être que ça a été déformé au cours du temps. Alors, on va avoir certains officiants qui vont vraiment avoir comment dire, les paroles en mode c'est sale, enfin c'est du sang sale, on va polluer cet endroit, etc. Donc vraiment, c'est vraiment, il y a certaines familles où, j'imagine que ça existe encore, où on a les règles, bah, la fille carrément on la met dehors ou dans le jardin pour dormir, quoi, et pas dans les meilleures conditions. Alors je me demande, est-ce que parce qu'il y a peut-être des maladies, des transmissions au niveau du sang, donc c'était une façon en fait d'agir en termes de santé, j'essaie de voir l'aspect positif, mais que les gens auraient oublié. On peut se dire que c'est pas complètement insensé hein, de se dire qu'il peut y avoir des virus, des choses, des bactéries, etc., qui circulent en fait dans le sang. Et peut-être à une époque où il y avait peut-être pas de serviettes, enfin oui de serviettes, enfin c'était avec du tissu à laver, etc. Bon, je sais pas trop. Est-ce que c'est la vue du sang? Donc en fait, c'est plutôt soit le plus discrète possible parce que nous, les autres, ne pouvons pas voir du sang. Je sais pas trop. Mais voilà, ça tourne autour des règles. Donc après, c'est devenu. C'est comme toutes les règles, si elles ne sont pas expliquées, je pense que ça se perd et on a une forme d'agressivité. Non, mais tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu es sale. Enfin, c'est plutôt ça qui persiste.
Après, j'avais entendu aussi une autre personne, enfin j'avais vu passer ça vite fait, donc un sage qui disait que à l'époque, en fait, ça avait été instauré comme règle, mais c'était plutôt pour aider les femmes à se reposer, justement, qu'elles ne prennent pas ces tâches supplémentaires, que par exemple, si elles étaient un peu plus isolées, mais c'était plutôt pour leur faire un cadre de repos qui était agréable. Voilà. Donc, lui, il expliquait comme ça, mais qu'au cours du temps, ben, en fait, c'est devenu, je sais pas. Donc, j'ai pas exactement la réponse, mais l'idée que la femme, elle est pas propre, que le sang des règles, c'est sale, c'est quelque chose qui a l'air assez commun dans beaucoup de cultures. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment du genre, t'es sale, t'es dégueulasse, reste en dehors. Ouais, ça a été grave déformé. Mais du coup, je me pose juste une question, parce que c'est vrai que j'y connais pas grand-chose, du coup, je voulais savoir avec toi. Est-ce que du coup, c'est vraiment le sang des règles, ou par exemple, je sais pas, il y a un homme ou une femme qui se coupe la main ou qui saigne d'autre part que pour les femmes, et du coup, est-ce que c'est considéré comme impur ou pas du tout? Non, c'est le sang des règles. D'accord, ok. Oui, donc en fait, l'aspect maladie, bon, voilà. Bon, après, j'imagine que tu fais une hémorragie, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas, enfin, je sais pas, c'est peut-être ta priorité d'aller au temple, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. C'est vrai. Faut y aller au Mais l'hôpital. c'est ça, mais bon. Non, je pense pas, parce que peut-être qu'après, il y avait peut-être des sortes de médecins dans les temples, enfin, peut-être que c'était un lieu aussi de médecine, donc franchement, je sais pas. Je pense vraiment qu'il y a un aspect patriarcal très présent, mais voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'étais allée à un festival, je sais plus son nom, mais en fait, j'ai découvert la notion de Kumari, là-bas, les déesses, vivantes. Donc, enfin, toi, c'est quelque chose que Ah tu connais? oui, ouais, mais alors je sais pas, je vais peut-être me tromper, mais j'imagine c'est entre le Népal ou le Tibet, Oui, je sais plus, ou peut-être oui, même au c'était ça. nord Bah, de l'Inde. c'était au festival du Népal que j'étais allée. Ouais, OK, ouais. Oui, ah bah alors, moi, à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas ça. Enfin, je connais pas, en fait, en tout cas, ça m'a pas l'air, commun, en Inde, mais il y a toujours sûrement des pratiques qui Mmh. sont liées, et peut-être qu'au nord de l'Inde, pas très loin du Népal, ça doit aussi se pratiquer, ces sortes de jeunes filles qui sont un petit peu données, à la vie, religieuse, ouais. C'est possible. En tout cas, je trouve qu'il y a un lien, parce que ce que j'ai entendu de l'histoire des Kumari, bon, après, c'est une histoire assez particulière parce qu'elles sont sélectionnées par, 38 critères de beauté et du coup, elles peuvent plus marcher sur le sol, parce que le sol est considéré comme impur pour elles, comme c'est une déesse, mais en fait, elle retrouve sa mortalité à partir du moment où elle a ses règles ou qu'elle se coupe. Donc, Mmh. il y a un petit lien quand même, du coup, ça me fait penser à ça. Ouais, ouais, c'est ouais, l'idée de la pureté, mais bon, c'est un peu compliqué. J'ai presque envie de faire un peu le lien avec, la pédocriminalité aussi, enfin, d'une certaine manière. Un enfant est pur. Une fille qui a ses règles, j'ai l'impression que ça va aussi avec, une maturation, enfin cérébrale. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas être, naïve toute sa vie, on apprend des choses, et donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc un peu là quelque part, l'enfant est pur, la femme a des vices, mais parce qu'elle est capable de reprendre les hommes et de comprendre en fait ce que beaucoup d'hommes peuvent leur vouloir du mal. Et je pense que voilà, c'est un peu lié aussi aux critères de beauté même en Occident, hein, le fait de pas porter ses poils, de pas avoir de poils, d'avoir aussi, les mannequins ont des corps où les seins sont pas forcément développés, enfin les hanches pas forcément, donc il y a je sais pas, il y a un truc un peu vicieux là-dedans, et peut-être que par rebondissement, en fait, le sang des règles, enfin, c'est aussi lié, je sais pas. Je me pose des questions, enfin, il y a pas de, il y a pas de vérité, mais c'est des réflexions que j'aime souvent. Non, mais je suis complètement d'accord, avec tes réflexions. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît enfin, les critères de beauté, ouais, c'est se baser sur, l'enfance, l'innocence et compagnie et je pense que oui, la femme, on va dire, ça peut faire peur à certains hommes. Enfin, même je pense que ça a fait peur aux hommes pendant toute l'histoire de l'humanité vu qu'elles ont été mises de côté, invisibilisées et compagnie, parce que je pense aussi, j'en discutais avec, Thérèse Sayarate, dans notre épisode, La beauté, du monde, parce que en gros,
heu, on avait réfléchi, c'était une des hypothèses qu'on avait mises au point dans notre échange, mais c'était, de dire qu'en fait, je pense que ce qui fait peur, enfin, ce qui a fait peur aux hommes durant toute l'humanité, c'est que la femme, elle peut porter la vie et du coup, enfin, comment tu peux pas te sentir infiniment petit à côté de ce bah, ça, enfin, porter la vie, c'est limite, enfin, c'est «surnaturel» entre guillemets, enfin, même si c'est la chose la plus naturelle du monde, mais c'est un truc hyper surnaturel et du coup, je pense que le fait de porter la vie, ça a fait que ça induit certains hommes, en tout cas, à vouloir montrer leur pouvoir et dominer les femmes parce qu'ils n'ont pas cette capacité de porter la vie. Hem, je sûrement et en fait, même comme je viens d'avoir un bébé, c'est vrai que je me suis même dit que, vu comment ma grossesse a été très difficile et très compliquée, je me suis dit: «Mais il est hors de question que je me prenne des remarques», déjà c'était le cas avant, mais que je me prenne des remarques du genre, «Les femmes sont faibles» ou «Les femmes ne peuvent pas ci, les femmes ne peuvent pas ça». Non mais s'il vous plaît, juste, s'il vous plaît. Quand tu vomis, donc j'étais atteinte d'hyperémèse gravidique, quand tu vomis 15 fois par jour, que tu peux pas marcher, que tu as énormément de complications, faut arrêter de dire qu'en fait on est faible et qu'on peut pas et cetera. Donc moi je trouve que c'est l'une des choses les plus physiques et les plus incroyables que j'ai pu faire. Heu, c'est pas, enfin non vraiment je suis avant peut-être que j'étais en mode, vénère, mais là je suis en mode vénère, plus et en plus, j'ai accouché d'une petite fille donc en fait, pour moi il est hors de question de lui, en tout cas de ne pas agir et lui laisser le monde, tel quel. Non. Et ça, c'est ce que je ressens quand je vois ma fille, quoi. C'est de l'inquiétude et pas de l'inquiétude pour, heu, de qui va me pousser à l'enfermer, par exemple, mais plutôt non, faut que les choses changent pour qu'elle puisse être, libre. Il est hors de question qu'il y ait, à peu près 50 de l'humanité, en fait, qui continue à vivre, comme ça, en fait. C'est juste, enfin, je comprends pas. Non, mais tu as tellement raison et je pense que c'est via l'éducation qu'on peut vraiment changer les choses. Enfin, on plante des graines d'éveil féministe, ce genre de choses et en tout cas, ça me fait aussi penser, c'est vrai que quand tu as une fille, tu es vraiment plus inquiète que quand tu as un garçon. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui laissent sortir leur garçon en mode normal, c'est bon, c'est un mec qui va gérer. Par contre, la fille, c'est: «Non, non, 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 tu sors pas, il risque de t'arriver quelque chose, fais attention aux hommes et tout» et c'est vrai que oui, on a tendance à vraiment vouloir surprotéger un peu, les filles, alors qu'en fait, je pense que ce serait aussi bien de faire un pas de côté et éduquer les hommes, les gars, pour qu'ils puissent, bah, justement comprendre pourquoi, ils font peur aux femmes et comment ils peuvent, du coup, améliorer leur comportement pour devenir des safe, pas des safe places, mais des personnes sûres de dignes de confiance, qui va pas effrayer les femmes. Surtout qu'en plus, oui, si on regarde les statistiques, malheureusement, la majorité, des cas d'agression sexuelle, de viol, et de violence, bah, c'est surtout majoritairement perpétué par des hommes. Parce qu'aussi, on leur laisse faire. Enfin, c'est insidieux, mais par exemple, ça me fait penser aussi à des discussions dans ce de podcast. J'en discutais aussi avec Caroline Peffer. C'était bah, du coup, quand un garçon au collège, il fait un peu n'importe quoi dans la classe, en fait, on dit oh, c'est bon, c'est un garçon, c'est normal. Quand il est pas sympa avec les filles, en fait, on va pas forcément le recadrer parce qu'on dit bah, c'est un garçon. Et on fait aussi des différenciations par rapport au bulletin scolaire. Genre, elle m'expliquait qu'il y a des lycées, des établissements où en gros, je sais pas, le gars et la fille, ils ont tous les deux 13 sur 20. Le gars, on va lui dire, n'a pas exploité pleinement son potentiel, alors que la fille, on lui dit, peut mieux faire. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est dingue. Non et même ça va plus loin que ça, enfin, ça va vraiment très loin, parce que je suis prof d'SVT et récemment, en fait, donc il y avait, une semaine, ce qu'on appelle la semaine projet, donc on essaie de mélanger un petit peu les disciplines et ou sortir un petit peu, on va dire, du cadre programme scolaire qui est un peu plus, on va dire «strict» entre guillemets et du coup j'avais, mis, donc un documentaire à Arte, des femmes, dans le sport. Et donc on voyait, le sexisme en fait, dans le sport, l'organisation des Jeux olympiques, comment ça s'est fait et cetera. C'était ultra intéressant et à un moment donné, il y a une fille de la classe qui s'exprime. Alors, moi ce que je vois sur 10 ans de carrière en termes les filles s'expriment plus, elles ont moins peur de s'exprimer. Ça c'est enfin pour moi c'est tellement incroyable. Heu et par contre, quand elle s'exprime, les garçons ne sont pas contents et même à l'âge de 12 ans et donc elle a juste dit un truc,
enfin, elle a parlé un peu avec ses tripes, mais rien d'insultant, rien de méchant. Et là, les garçons de la classe, ils sont devenus tout de suite en mode, mais tais-toi, etc. Enfin, c'était, voilà. Donc, elle s'est défendue, mais très bien. Je n'avais pas spécialement besoin d'intervenir parce qu'elle dit, mais vous êtes malade. Enfin, bon, bref. Et puis, je leur ai juste demandé de faire un temps de pause. Et du coup, moi, je leur disais, en fait, il y a une fille qui part, vous êtes à peu près une dizaine de garçons à tout de suite l'attaquer. Voilà. Alors que ce qu'elle a dit, il y avait rien de grave. Je crois qu'elle disait juste, on dit que les filles sont pas fortes, alors que les garçons, on les voit au foot, ils se prennent à peine un coup de pied, ils sont par terre, en PLS. Voilà ce qu'elle a dit. Bon. Mais les garçons rigolaient, mais ils avaient quand même de la mauvaise foi. Et ils ont quand même commencé à attaquer pour la plupart. Et du coup, moi, je prends la parole et donc je leur explique. Et là, je vois que les garçons parlent pas très bien, enfin, en tout cas, ont un ton qu'on n'attend pas dans une salle de classe entre élèves et profs, qui est assez important. Voilà, donc je trouve que le ton, et puis je leur redis stop. Je leur dis, mais moi, techniquement, je suis l'adulte ici, et je suis une prof femme, mais vous avez 12 ans, je suis votre prof. En fait, tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que dans la société, on a des codes. Donc, codes liés à l'âge. Alors, je dis pas qu'ils sont corrects ou corrects, forcément, ces codes. Hein. Mais le fait d'avoir peur de l'adulte ou de se contrôler un petit peu face à l'adulte, ça n'existait pas. Le fait de se dire que j'étais leur enseignante, ça n'existait pas. D'accord. Et par ailleurs, on avait raison. Je veux dire, ils avaient juste une attitude sexiste. Et c'est marrant, quand je leur ai fait remarquer ça, ils étaient tous boudeurs comme ça. Ok. Mais j'avais raison. Et ils savaient que j'avais raison. Mais ils étaient boudeurs. Il n'y avait même pas de réflexion du genre ah oui, c'est vrai, on a abusé. Enfin, ici, il y avait peut-être 1 ou 2 élèves, mais pas la majorité. Donc, en fait, les comportements se mettent en place ouais, méga tôt. Donc, pour moi, que ce soit la religion ou même l'aspect culturel, pour moi, il n'est pas question de laisser ça tel quel. Et en plus, souvent, on utilise la religion pour asseoir le patriarcat. Donc non, hors de question, enfin, hors de question. Et quand on avait fait l'événement à Find Yourself, avec justement, il y avait une femme de culture et de religion musulmane et une femme de culture et de religion juive. Et en fait, même si on était dans des religions qui étaient différentes, en tout cas l'hindouisme c'est quand même encore plus différent, bah pourtant le patriarcat était omniprésent. C'était quasiment le seul point commun qu'on avait entre toutes les religions. Donc pour moi, c'est pas religieux le patriarcat ou l'inégalité liée à votre sexe ou votre genre. C'est autre chose encore. Oui, c'est hyper important tout ce que tu nous dis et l'exemple que tu as cité avec ta classe est vraiment, parlant en vrai. Mais tu as bien fait en tout cas de leur expliquer les choses parce qu'en fait, je pense que les gars, ils vont se permettre trop de choses, enfin, ils cherchent potentiellement leurs limites, peut-être un peu trop, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux et tout. Enfin, je pense que c'est pas aussi bon, c'est mon point de vue, mais d'être si jeune sur les réseaux sociaux, tu vois des choses que tu comprends pas, que tu assimiles pas et du coup, bah, ça te fait un peu, bah, déconner, hein, complètement. Mais du coup, ouais, c'est important, en effet, de pouvoir, leur expliquer que leur comportement était pas du tout correct, n'était pas le bon, n'était pas celui à avoir, en tout cas dans une salle de classe ou même, dans la vie. Parce que comme ça va peut-être leur mettre un peu de plomb dans le cerveau, on va dire et de pouvoir, qu'ils puissent conscientiser de ça et faire un pas de côté. Parce qu'en fait, je pense que ça se trouve, il y en a aussi qui suivent juste le mood, parce que voilà, ils sont pas sympas avec les filles, bah, allez, c'est pas grave, c'est comme ça, je suis populaire. Enfin, il y a des logiques un peu bêtes, hein, clairement, on se le dise. Mais, mais du coup, ouais, c'était super parlant comme exemple et ce que tu nous as dit aussi avec, la religion, c'est vrai que le patriarcat, il est vraiment partout. En effet, c'était le seul point commun, de vos religions et du coup, ça m'amène aussi penser comme question, comment du coup, quand, bah, du coup, les religions sont, sexistes ou il y a ce patriarcat qui est omniprésent, comment on fait pour être féminisme dans tout ça? Comment faire? Parce que ça doit être une dualité aussi un peu interne avec ses valeurs et le patriarcat qui émane et qui fait que c'est un peu compliqué de pouvoir, vraiment être 100 soi-même. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller plutôt vers la spiritualité, d'accord? Donc on n'est pas, enfin, après c'est compliqué parce que moi
en vrai, je pratique pas, la religion. Il y a des choses que je pratique vraiment à ma façon, parce que je considère que ce qui compte, c'est vraiment l'intention que j'ai dans les choses et pas forcément dans l'acte, de prier et cetera. Enfin voilà, ça c'est des choses, voilà. La spiritualité, c'est pas forcément quelque chose qui me parle non plus, mais je sais que, dans, les copines que j'ai, elles se sont plutôt intéressées à une autre forme en fait d'atteindre, on va dire, Dieu, ou enfin de sortir un peu de ça, donc va par la spiritualité. Après je peux pas en parler plus parce que je sais pas concrètement comment elles le pratiquent. Après il y a aussi des mouvements féministes, par exemple dans la religion hindouiste. Mais effectivement c'est mal vu parce que la majorité des gens, bah, ils sont pas féministes. Enfin, c'est comme pour tout, quoi. Hem En Inde, il y a, ce qu'on appelle le Sabbath-Himala, je crois, enfin, j'espère ne pas me tromper dans ce que j'ai dit, c'est peut-être inexact. Il y a un pèlerinage que seuls, les hommes font, dans un temple qui, j'imagine se trouve, sur une montagne, et donc en fait, on part, à pied, en fait, hein. Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour y arriver. Et durant toute cette période, les hommes, donc c'est des hommes lambda, hein, de la vie courante, hein, c'est pas des hommes qui sont, voués à la vie religieuse. En fait, ils ont une tenue particulière, ils ont ce qu'on appelle aussi, un petit, collier de perles, et donc en fait, pendant cette période, ils sont, censés être des hommes corrects, c'est-à-dire qu'ils sont pas censés boire, se droguer, et ils doivent pas s'approcher des femmes. Voilà, parce que, voilà, enfin, s'il y a une femme, il pourrait être potentiellement excité, voilà, quoi. Bon, bref. Et donc voilà. Donc ils ont aussi, je pense, un régime alimentaire qui va être strict, etc. Et évidemment, bah, durant ce pèlerinage, les femmes n'ont pas le droit d'être là. Elles n'ont pas accès à ce temple. Elles n'ont pas accès à ce temple. Et moi, je pense que quelque part, bah, quelque part, ça vient de la culture du viol. Elles sont pas là, parce que si elles étaient là, waouh, ils ne pourraient plus se contrôler et ne pourraient plus, être sérieux dans, leur pèlerinage, et voilà. Voilà, moi je pense que c'est la raison pour laquelle, les femmes, ne sont pas là, quoi. Enfin, parce qu'il y a personne qui est venu dire, enfin, la divinité en question, elle est pas venue dire: «Je veux pas de femme», ou enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Mais il y a quand même des femmes, chaque année, qui y vont. Allez, dans ce temple, et évidemment ça fait scandale. Ça fait scandale parce que les hommes sont là, ils essaient de la repousser, de l'interdire. Enfin, c'est vraiment un truc, et elles le font, alors peut-être parce que juste elles ont envie de prier cette divinité. Moi je pense qu'il y a aussi un peu ce côté, bah, un peu rebelle, bah, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'y aller? Heu et donc évidemment ça fait scandale, on en entend parler dans les journaux, et on entend toutes les personnes parler en disant, soit c'est pas bien, soit c'est un affront, à la religion, soit elles cherchent, elles provoquent, c'est bon, elles peuvent aller ailleurs. Enfin vraiment, on est un peu entre guillemets des emmerdeuses, hein, faut le dire. Ou il y a des gens qui vont dire: «Bah, je comprends quand même que les femmes luttent, mais là, c'est quand même religieux, il faut quand même savoir où est-ce qu'il faut lutter, où est-ce qu'il faut pas lutter». Bon, effectivement, c'est toujours compliqué, quand on parle de religion et quand on veut militer, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout que là, c'est un temple qui est, interdit, aux femmes, en fait. Donc bon, donc voilà, ça, il y a des mouvements, comme ça. J'ai vu aussi qu'il y avait, des petits regroupements, des petites associations de femmes officiantes. Il y a quelques années, j'avais vu une actrice, d'origine indienne, qui avait fait un mariage hindouiste, mais avec une officiante femme, enfin avec une officiante du coup. Et justement, elle disait, donc en plus c'était son second mariage, donc elle avait divorcé, donc bon, oh là là, c'est grave. Mais du coup, elle disait que pour elle, il n'était pas question de faire un mariage, religieux et d'exclure les femmes et d'en faire quelque chose de sexiste. Donc elle a essayé de travailler sur tous les aspects qui pouvaient être sexistes, et elle a un peu revu le truc, quoi, en gros, avec l'officiante.
Alors ça a été, applaudi par beaucoup de gens et ça a aussi été, comment dire? Ça a aussi, je pense, choqué, beaucoup de personnes. Donc voilà, mais en tout cas, c'est clairement pas, la norme. Et ouais, c'est aussi hyper intéressant ce que tu nous dis. C'est marrant parce que, ce que tu nous parlais, avec, les femmes qui voulaient accéder au temple et qu'il y en a qui étaient pas contents et tout. Enfin, parce que tu parlais aussi du sport tout à l'heure et ça me fait clairement penser à la scène avec Catherine Switzer qui a voulu, courir le marathon de Boston et qu'elle s'était fait empêcher, par les hommes. Enfin, on l'avait bousculée, on voulait vraiment qu'elle s'en aille parce que c'était pas sa place, une femme ne devait pas courir et en fait, enfin, c'est assez dingue, hein, parce que du coup, cet exemple dans le sport, en fait, il peut s'appliquer à tous les domaines et du coup, là, avec la religion. Et tu parlais de culture du viol et ça me fait penser vraiment qu'on fait toujours porter la responsabilité sur les femmes. Bon, bien sûr, dans la religion chrétienne, enfin, il y a vraiment le truc avec Adam et Ève. Et c'est Ève, bah, du coup, c'est à cause d'elle que, voilà, ils ont dû partir. Enfin, c'était de sa faute parce qu'il fallait pas qu'elle mange la pomme. Et du coup, ouais, il y a toujours des choses qui font que c'est toujours dirigé vers les femmes, enfin, tout le temps. Et c'est assez dingue quand que je me dis, là, par exemple, avec ton autre exemple, qu'il y a une femme officiante, que ça puisse choquer. Enfin, c'est dingue, parce que moi, après, je suis pas dans la religion, mais je veux dire par là que, en fait, à partir du moment où la femme prend de la place, ça choque. Enfin, c'est pas que dans le côté religieux, ça peut être vraiment partout dans la société. Et c'est assez dingue de se dire que si seulement les gens faisaient un pas de côté et abordaient la chose avec plus de bienveillance et d'empathie, parce que je pense qu'il y a un manque d'empathie dans tout ce qui peut être fait en termes de situation, parce que si si par exemple ces hommes avaient été des femmes, bah évidemment que ils auraient voulu faire pareil, quoi. Bien sûr. Non mais carrément, bien sûr et à l'inverse, je connais pas trop de temples, j'en connais pas, hein, qui sont uniquement autorisés aux femmes, où, il est complètement interdit aux hommes, de s'y rendre. Mm. Moi, je connais pas. Ça doit sûrement exister, mais je connais pas. Mais je pense pas non plus que les hommes, vont venir dans ces temples parce que interdit, enfin, aux hommes. Enfin, en fait, la non-mixité, elle pose problème que quand c'est les femmes qui s'accaparent, soit de l'idée ou soit qui veulent qu'il y ait de la mixité. Sinon, quand c'est décidé par les hommes, ça pose pas de problème, quoi. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est le patriarcat au nom de la religion, mais ce qu'il y a en amont, c'est le patriarcat. C'est pas la religion. Donc toutes ces personnes qui sont justement religieuses, etc., c'est pas au nom de la religion, c'est parce que le patriarcat, ça les arrange. Et la religion, c'est un vecteur de patriarcat. C'est beaucoup plus simple de dire si tu fais ci, tu vas être puni, si tu fais ça, c'est pas bien, c'est Dieu qui veut pas, plutôt que de dire et de le penser. Et je pense que de manière assez je pense que même c'est inconscient, je veux dire, ils sont pas là en train de dire mais c'est parce que moi, homme, je veux ça, pour beaucoup. Mais ça, c'est une situation qui peut les arranger. Alors en plus, dans l'hindouisme, ce qui est très particulier, c'est que dans ces divinités, la divinité par exemple de ma famille, c'est une femme. Et en fait, il y a beaucoup de divinités, beaucoup entre guillemets, de saintes qui sont des femmes. Et ces femmes, alors à part certaines, hein, Sarasvati, etc., qui sont sur la culture, l'art, elles sont toutes belles. On peut aussi parler du racisme qu'il y a dedans, parce qu'elles sont toujours représentées comme très claires de peau, un critère de beauté. Elles sont fines, elles sont sublimes, quoi. Euh, et en fait, il y a d'autres divinités qui sont, on va dire, plus liées enfin, à la ruralité, donc des divinités qui sont des femmes, et qui ont ce qu'on va appeler cette force féminine, mais cette force de destruction. C'est des divinités femmes qu'on va voir pour des choses puissantes. Par exemple, si on n'a pas d'enfants, on va aller voir ces divinités, mais c'est aussi des divinités, si on fait quelque chose de mal, elles vont venir détruire les gens. Donc notamment, je sais pas si tu vois Kali, Kali, en fait, c'est une divinité qui est noire. En fait, on le voit dès qu'il y a des personnes qui font de l'appropriation culturelle, tu vas voir des divinités comme ça, là, un peu en noir, avec plein de bras, les langues pendues, etc. Voilà, bon, voilà. Donc c'est, voilà. D'ailleurs, ceux qui font de l'appropriation culturelle, soyez un peu originaux, c'est bon. Hein, je veux dire, on les a vus ces divinités pour les stands de burgers ou autres, quoi. Stop, quoi.
Et donc en fait, c'est souvent ça. Et donc on sait qu'elles vont être destructrices, qu'elles vont intervenir si un homme ou même une femme fait quelque chose de mal. Et la sentence, c'est pas je discute et je t'apprends. C'est une force destructrice, c'est je te tue. Voilà. Et donc à la fois on les vénère, à la fois on les craint. Mais par contre, enfin, j'ai l'impression que le fait que ce soit une femme, enfin, je là, c'est vénéré, quoi, alors que les femmes qu'il y a autour, elles sont pas vénérées. Il y a pas mal de films indiens, même notamment un film qui est sorti enfin, récemment, qui s'appelle Ryan, où en fait on a la jeune fille qui s'appelle Durga. Durga, c'est une divinité comme ça, qui est destructrice. Et Durga, désolé, spoiler alerte, elle va se faire agresser sexuellement, elle va se faire violer. Et à un moment donné, bah, à la fin, elle va donner la mort. Justement à son agresseur. Et là, en fait, on a aussi un petit peu la direction artistique avec justement les différents bras de la déesse, voilà, enfin, plein de clins d'œil à la déesse. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que là, on est en mode genre, waouh, il y a Durga, la déesse qui donne la mort à des gens qui font du mal et qui violent les femmes. Mais en fait, c'est tout. Derrière le travail autour de la culture du viol, et d'éviter de faire en sorte que les femmes soient agressées, elle n'existe pas en fait. Donc en fait, c'est Durga, c'est la divinité au moment de rendre la sentence, mais avant, vous ne la voyez pas entre guillemets comme une divinité, quelqu'un qu'on doit respecter, quelqu'un... Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est quand même très dissocié. Voilà, les femmes dans la vie courante et les femmes, ces divinités dans la religion. Quelque part, elles sont vénérées. Par contre, les autres, c'est d'autres, je sais pas, c'est d'autres trucs, quoi. Non, je trouve ce que tu dis, c'est hyper parlant, hyper percutant, parce que au final, comme tu dis, il y a des représentations, enfin, les divinités, elles sont vénérées, etc. Alors que, en fait, on prend pas le cœur du problème avec les femmes de tous les jours, en fait. On se rend pas compte, enfin, c'est comme si elles existaient pas, comme si leur vie n'avait pas d'importance, comme si, bah, si elles se faisaient violer, tuer, bah, à la rigueur, on s'en fout, quoi, c'est qu'une femme. Et du coup, ça me fait penser en question. C'est du coup comment les hommes pourraient faire pour faire un pas de côté par rapport à cette culture du viol et pouvoir vraiment faire changer les choses à leur manière. Ça peut être déjà des petites choses pour commencer, mais comment ils pourraient faire? Parce que peut-être que voilà, peut-être qu'ils font pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, on sait jamais. Du coup, je me dis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que les choses puissent évoluer dans ce bon sens-là? Franchement, je me pose beaucoup de questions là-dessus parce que il y a des hommes autour de moi que j'ai essayé d'éduquer, mais pour lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Et en fait, ça change pas. Et par contre, il y a des hommes dans ma vie courante que j'ai rencontrés, que j'ai pas besoin d'éduquer, que je vais pas éduquer. On va juste discuter comme avec une autre personne. Enfin, c'est comme où il y a aussi beaucoup de femmes que je vais passer du temps à éduquer sur la question, mais ça ne changera pas. Donc j'ai l'impression que c'est soit tu es un terreau un peu fertile, soit tu ne l'es pas. Enfin, moi, j'en arrive à cette conclusion, vu l'énergie que ça me demande. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, soit, en fait, de toi-même, t'es capable de faire un pas de côté et te remettre en question, soit tu n'es pas capable. Et c'est pas que sur la question du féminisme, c'est sur tout. Il y a des gens qui vont se remettre en question sur absolument tout. On connaît, hein, enfin moi je fais partie de ces profils. Dès que je rentre chez moi après une soirée, je me dis oh là là mince, j'aurais pas dû dire si, mince, j'ai dit ça, peut-être que voilà, tout le temps en train de se poser des questions. Et il y a des gens qui veulent tout le temps s'améliorer, ce qui est ultra fatigant, hein, parce que je veux dire c'est un effort. Et puis il y a des gens, faut le dire, qui en ont rien à faire. C'est pas leur problème. Puis ils ont aussi les gens qui se remettent pas en question ont l'impression c'est des gens bien. Ils ont l'impression qu'ils font tout pour. Souvent, ce qu'on entend, c'est moi, je suis pas un homme comme ça. Moi, je ferais pas ci. Ça me déçoit que tu penses de ça. Moi, je pense que tous les problèmes qu'on a dans la société, tous les problèmes de hiérarchie, c'est des questions d'ego. En gros, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si, par rapport au patriarcat, si un homme ne se remet pas en question, c'est parce que lui, il a de l'ego. Ah bah comment ça, moi, on m'attaque pour mon identité d'homme. Mais il va pas se dire, qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'on me dise ça?
quelqu'un par rapport au racisme, c'est moi, on m'a attaqué de raciste, etc. Mais c'est pas possible. Et en fait, c'est toujours du moi, je, moi, je, moi, je. Et même à l'inverse, je me dis, si on étend le problème dans l'autre sens, c'est que euh, quand on se bat pour nos droits, c'est aussi pour beaucoup, on est touché par ça. C'est rare qu'il y ait des gens qui soient pas du tout touchés par une question, qui s'y investissent. La plupart du temps, ça n'existe pas trop. Je me dis aussi, c'est notre ego, parce que nous, on est exclus, donc en fait, on voudrait aussi y être, en fait. Et que peut-être que si j'avais été un homme, ben, je me battrais pas. Enfin, c'est très, je sais pas, je me pose trop de questions. C'est très complexe. Et moi, j'ai l'impression que je le résume vraiment à une question d'ego. Non, mais je pense que t'as tout à fait raison, parce que ça me fait penser forcément à la fameuse phrase Not all men. C'est comme si, ben, mais non, je suis visée en fait, mais moi je suis fait les choses bien en fait, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est vraiment pas se rendre compte que, ouais, peut-être toi tu fais les choses bien, mais il y a d'autres hommes qui ne font pas les choses bien. Et ça, c'est même pas sans le conscientiser. Ça me fait aussi penser directement avec cette affreuse affaire avec Gisèle Pellico. Et il y a ce avocat qui a dit, il y a viol et viol. Enfin, je me dis, mais what the fuck? Enfin, je pense que là, pour le coup, ça, c'est aussi un manque d'empathie, parce qu'il n'a pas vécu cette situation. Enfin, je lui souhaite pas jamais, lui ou ses proches, mais je pense que jamais il dirait ça si jamais il y avait une sa femme ou lui-même qui s'était fait violer. Enfin, il pourrait jamais dire ça, en fait. Enfin, et j'ai l'impression qu'ils sont à des années-lumière de la ressentie, de ce que peuvent ressentir les victimes, quoi. Je sais pas s'il pourrait jamais dire ça. En fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que plutôt que de... Enfin, c'est trop bizarre, hein. Plutôt que de soutenir ta sœur, ta mère ou les gens que tu connais, dans ces moments-là, tu vas soutenir tout un tas d'hommes que tu ne connais même pas. C'est-à-dire que même l'aspect, on va dire, émotionnel, t'es attaché à quelqu'un, dans ces cas-là, n'existe pas. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, que j'ai entendu et qui m'a beaucoup déçue. Et là, je me suis dit, en fait, soit il y a des gens qui écoutent, et on est là, en fait, pour se donner de la force entre nous, pour qu'on se dise, en fait, on a le droit de parler, on a le droit d'exister. Mais les autres qui sont pas là, je suis pas sûre qu'ils soient vraiment là, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut toujours essayer, essayer, essayer. C'est hyper énergivore. Et moi, je me dis, où est-ce que je mets mon énergie? Ben, je vais la mettre chez les gens qui m'écoutent. Ben, c'est comme avec les élèves. Je veux dire, enfin, je donne aussi des cours de danse indienne. On voit, il y a des gens qui vont écouter. Tu vas dire, ah là, tu pourrais peut-être développer ci, développer ça. On va les voir essayer. Et il y en a d'autres, tu peux donner tout ce que tu peux. Alors, soit ils y arrivent pas et c'est pas grave, mais il y en a qui essayent pas, quoi. Qui vont te dire, bah non, mais moi, c'est bon hein, ce que je fais, hein, c'est bon. On leur dit droite, ils vont à gauche, ils vont dire, bah non, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Et t'as beau le dire, faut vraiment que tu les filmes, que tu les reprennes, enfin voilà. Non. Donc en fait, au bout d'un moment, je sais pas du tout comment est-ce qu'ils pourraient faire. Je veux dire, si un acte n'est pas volontaire, on ne peut pas. C'est comme, enfin, je vais comparer ça au nombre de fois où j'ai pris des abonnements pour aller en salle de sport. En fait, si toi, au fond, t'as pas la motivation et l'envie de le faire, parce que c'est énergivore, en fait, on pourra venir te motiver derrière, hein, mais en fait, pour moi, je le vois plutôt, c'est ton ouverture à toi. Et le problème aussi, c'est souvent ces hommes qui disent not all men, c'est souvent ceux qui sont problématiques. Parce que ceux qui ont compris la question, ils vont pas dire not all men, en fait. Et donc ceux qui disent mais pas moi, pas moi, pas moi, mais en fait, ils se rendent même pas, c'est les mêmes quand on va leur dire mais ça c'était pas correct, ça c'était pas bien, ça c'était sexiste, ils vont dire bah non, c'est pas possible, t'abuses. Et en fait, il y a toute une continuité en fait hein, des agressions. Là, on voit très bien avec l'affaire autour de Gisèle Pellico qu'en fait, il y en a plein qui avaient déjà, ils ont des photos pédocriminels. Pendant longtemps, on pensait que les agresseurs étaient des agresseurs de femmes adultes, mais en fait, c'est souvent aussi des agresseurs d'enfants. Et en fait, il y a toute une continuité. Dominique Pellico, il parlait mal, il avait des mots qui étaient grivois, enfin je sais pas, des propos grivois envers des femmes. On voit que c'est toute une continuité. Je sais plus, mais je crois qu'il y a peut-être à peu près la moitié ou un peu moins de la moitié qui font des infractions sur la route. Bon, mais en fait c'est des comportements violents par-ci, par-là, par-là, par-là. En fait, ça donne aussi
aucun homme ici dedans était complètement l'image de ce qu'on veut vendre de l'homme parfait qui n'a absolument aucun problème. Même quand on dit c'est des bons pères de famille, en fait, quand on creuse, bah, c'est pas des bons pères de famille. Ils sont violents avec, certains sont violents avec leurs enfants, d'autres avec leurs femmes, etc. Donc en fait, ce que j'essaie de faire comprendre aussi à certaines personnes, c'est qu'il y a toute une continuité. C'est pas genre je suis violeur et il y avait rien avant. Donc bon. Moi, j'ai l'impression que les gens, s'ils veulent pas s'en rendre compte, ils se rendront pas compte, hein. On pourra faire tout ce qu'on veut, on passera juste pour des menteuses complètement pas bien dans notre tête, quoi. Mais c'est vrai que oui, tu soulignes un point très important, c'est que ouais, on peut pas faire le travail à la place des autres, enfin, on peut pas faire son travail sur soi par les autres, il faut le faire, il faut que ça émane de soi. Et j'ai l'impression vraiment, limite, en fait, là, c'est vraiment un cas de développement personnel. En fait, tu sais pas qui tu es, t'as pas appris tes limites, tu sais pas comment tu as envie d'être, hein, tu connais rien sur toi. Et du coup, bah, t'es, euh, t'es fermé à tout parce que t'as pas cette ouverture d'esprit déjà via toi-même. Parce que du coup, je pense pour être ouvert avec les autres, faut aussi être ouvert et bien avec soi. Et en fait, t'as pas cette démarche. Et, et en fait, ouais, c'est assez dingue. En fait, tu peux pas te remettre en question et tout. Donc, en fait, je me dis, limite, ce serait bien hein, si tout le monde devait aller chez le psy. Enfin, après, il faut trouver le bon psy pour soi, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est assez dingue là-dessus, c'est qu'il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, qui veulent pas apprendre à se connaître, et du coup, bah, c'est des pourritures, il n'y a pas d'autre terme, et qui vont pas se canaliser. Parce que quand tu sais, enfin, dire, si t'as conscience que t'es quelqu'un de mauvais et que tu as envie de changer, tu peux être dans cette réaction. Mais si tu te fermes, tu dis non, non, moi je suis très bien, hein, et tu continues à te mettre des œillères, et en fait tu vas alimenter des comportements toxiques et compagnie. Et ça me fait penser aussi, parce qu'il y a une vraie impunité avec les hommes violents, les agresseurs, les violeurs et compagnie. La justice ne enfin la justice française en tout cas, bah, elle fait nimp parce que, enfin moi ça me choque toujours de voir que le petit dealer, il prend largement plus que le violeur, il ressort hyper facilement avec les remises de thèmes et il va recontinuer parce que bah il a pas eu visiblement ses limites, il devrait, je sais pas, il devrait avoir de la castration chimique, je sais pas pour des personnes comme ça parce que quand t'es violent pour les autres comme ça, mais pourquoi on te laisse dehors? Enfin ça me sort par les yeux ça. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord. J'arrive pas à comprendre. Mais après, tu vois, il y a aussi un truc très hypocrite de ces personnes qui vont dire not all men. Mais en même temps, c'est ceux qui disent not all men. Ils vont pas te laisser sortir en soirée habillé comme tu as envie. Ils vont pas te laisser t'habiller comme tu as envie. T'as pas le droit de parler, etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose de dangereux. Il va t'arriver un truc et tu vas le chercher. Mais en fait, si c'est pas not all men, vous avez peur de quoi? Qu'il y ait des zombies? Enfin, en fait, je sais pas. Pourquoi je ne dois pas sortir la nuit? Pourquoi ce serait trop tard? En fait, de quoi avez-vous peur? De l'ours? Il n'y a pas d'ours à côté de chez moi. Enfin, tu vois? Donc, en fait, c'est ça le truc qui est tellement hypocrite, qui a même pas de sens. C'est-à-dire que, bah, comme je suis prof, je me dis, à un moment donné, voilà, on fait un oral, tu dois développer un truc, mais il faut y ait une logique. Il faut qu'il y ait un développement. Il faut qu'il y ait des arguments. Et en fait, très tôt, je me dis que toutes ces personnes-là, s'il fallait vraiment les noter avec les critères qu'on a même pour l'oral du brevet, bah, il y en a plein qui auraient des zéros pointés. Ou peut-être 2, 3, parce que voilà, ils sont arrivés et ils ont parlé, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui me rend, qui moi me rend dingue, parce que souvent aussi, il y a des histoires classistes autour du sexisme. On pense que c'est les hommes de catégorie, de classe sociale, on va dire, plus basse, qui seraient sexistes. Mais en fait, même ça touche toutes les classes sociales. Même quelqu'un qui a eu tous les diplômes, s'il est sexiste et qu'il peut pas développer, il va pas développer, il va pas avoir les arguments. Donc voilà, c'est facile aussi d'entendre aussi, moi j'ai déjà eu pas mal d'hommes, c'est un peu chiant, qui vont me challenger, quoi, parce qu'ils veulent avoir des arguments qui vont me challenger. Mais à côté, quand moi je les challenge en retour, il y a plus personne. Bah, faut savoir, vous voulez être challenger ou pas challenger? Moi, je veux bien, on dit souvent une expression en Inde, mais en anglais, genre be sportive, tu vois, soit prends-le comme un challenge et sois sportive, mais c'est marrant, ça marche pas pour tout le monde. Ça marche que quand les nanas, on blague sur elles, qu'on leur fait des blagues sexistes et qu'on les humilie. Là, faut rigoler, faut le prendre comme un challenge. Mais par contre, on vous dit juste, enfin, on n'est même pas à ce niveau-là qu'il y a une susceptibilité qui arrive, en fait. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas, on est dans des sociétés, moi j'ai l'impression, qui ont beaucoup protégé les hommes. Et je me dis,
que c'est parfois notre faute en tant que mère. C'est que en fait, c'est très bizarre parce que les femmes, on dit qu'elles s'occupent plus des enfants, qu'elles vont plus les éduquer, donc il y a beaucoup leur peur qui parle. Mais d'un côté, en fait, on a peur pour nos filles, mais on va continuer à chouchouter nos fils. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose de très paradoxal. Moi, ma fille, j'aimerais que son mari s'occupe d'elle et que ce soit un bon mari, mais je vais pas faire de mon fils un futur bon mari pour quelqu'un d'autre. J'attends que ma fille, on lui apporte peut-être le café, que les tâches soient partagées. Par contre, mon fils, enfin, en fait, c'est ça, je comprends pas. Si tous les fils sont éduqués comme ça, comment vous voulez que vos filles aient des maris qui s'occupent d'elles? Donc j'arrive vraiment pas à comprendre et je me dis vraiment qu'on doit aussi se rendre compte à quel point on est puissante en tant que femme. Je pense que c'est important. Mais je pense que aussi quand on n'arrête pas de vous dire que vous êtes pas assez bien, que vous êtes nul, que c'est pas vos affaires, ou alors qu'on vous fait passer en vrai pour des hystériques, complètement folles, irrationnelles, etc. Je pense que c'est difficile de se rendre compte qu'on a un réel pouvoir de changement. Mais bon, ça peut pas continuer, que ce soit au nom de la religion ou même pas. Parce qu'en fait, on a beau être athée, le patriarcat, ça existe toujours. Enfin, donc il y a un truc à... Il faut changer, quoi. C'est tout. C'est clair, mais c'est vrai, c'est vraiment passionnant tout ce que tu nous as dit. Malheureusement, j'aurais pas vraiment le temps de commenter parce qu'on va déjà passer à la conclusion de l'épisode car c'est passé hyper vite. Mais du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Même si voilà, tu as commencé à le dire avec le faut que les femmes soient plus puissantes et ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que les femmes, elles ont tellement plus le syndrome de l'imposteur que les hommes parce que justement, elles sont éduquées aussi à être, à prendre le moins de plats possible, et cetera. Alors que les hommes, on les éduque plus à prendre l'espace et il y a tellement de différences, donc je suis d'accord, l'éducation, ça vraiment, c'est ça qui peut changer les choses, quoi. Le mot de la fin, c'est qu'on augmente nos critères, en fait. En fait, on se contente de peu. Et je vois pas pourquoi on se contenterait de peu. Enfin, c'est même pas de peu, c'est de rien. C'est-à-dire que un, un homme qui nous parlerait correctement, c'est génial. Un homme qui nous draguerait sans nous insulter après, waouh, mais tu vois, c'est incroyable. En fait, il faut qu'on arrête. En fait, je pense qu'il faut qu'on sache que nous, on a de la valeur. Après, c'est difficile de dire ça parce qu'en fait, ça donne encore la charge et ce travail-là aux femmes, mais j'ai l'impression qu'on peut pas attendre des autres. On sera jamais mieux servi que par soi-même, et ça, c'est un truc, c'est valable même dans le militantisme, en fait. Il faut que nous, on soit prêtes à se dire que qu'on peut pas se contenter d'aussi peu, qu'on peut pas être contente d'aussi peu, faut qu'on en ait vraiment conscience. Et c'est seulement comme ça que les choses changeront et qu'on se rende compte que, ok, on peut être dans la religion, mais faire en sorte qu'on nous respecte aussi. Parce que la religion, le rapport au divin, c'est quelque chose qui est censé être beau. Souvent, les valeurs dans les religions, c'est le respect de tout le monde, que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit heureux. Ça, c'est un truc, par exemple, dans l'hindouisme, quand on prie, on va dire, moi, on me disait, prie que pour que tout le monde soit bien. Ben, en fait, tout le monde soit bien, ça inclut les femmes. Et donc, ça, c'est simple. C'est bien de pratiquer, mais il faut respecter, en fait, derrière les vraies valeurs. Et là, on est surtout sur... oui, sur l'aspect superficiel de cette pratique, et pas sur ce qui est de profond. Oui, c'est cool de prier, de faire ça à 17h, de s'être douché avant de faire la prière, de pas faire la prière quand on a ses règles, etc. Mais d'ailleurs, c'est quoi la valeur de ce que tu fais? Donc ça, c'est le lien par rapport à la religion, mais même quand on n'a pas de religion, en fait, on a des lignes directrices à suivre, mais ça dépend celles qu'on se met aussi, quoi. Si c'est moi, cool. Au moins, t'es honnête avec toi-même. Et toutes ces personnes qui veulent faire du bien, qui veulent être parfaites, qui disent not all men, moi je suis bien, essaie de suivre cette ligne jusqu'au bout. Et c'est pas un exercice facile, ça va demander de travailler sur soi avant tout. Pour pouvoir travailler sur les autres, il faut d'abord travailler sur soi. Donc voilà, on se contente plus de ça, de ce qui est bas, il faut vouloir plus, je pense.
Ouais, c'est tellement important ce que tu nous dis et ça me fait vraiment écho au fait qu'il faut vraiment déployer son amour de soi, mais de façon énorme, parce que je pense que si on se contente de peu, c'est que justement notre valeur, notre perception de nous-mêmes est trop faible et il faut qu'on augmente cette valeur parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie et ça, c'est tellement, 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 tellement important de le conscientiser et de s'aimer de façon inconditionnelle, du coup qu'on s'aime dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est tellement important. Et du coup, dans la suite de mes petites questions, parce que c'est vrai qu'on pourrait continuer pareil pendant des heures, hein, ce serait cool, hein. Mais bon, le temps presse, le temps tourne plutôt. Alors toi, du coup, qui sont tes rôles modèles? Ouh là, non, en vrai, je sais pas. Parce que c'est des fois des questions que je me pose, mais j'ai pas comme modèle une personne ou quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment chaque action. Il y a des actions qui vont m'apporter, quoi. Mais ça va pas être une personne. Il y a plein de choses que je vais dire, ah, moi j'adore ça, moi j'aurais pas été comme ça, c'était dans mes insécurités, etc. Donc j'ai pas de personne en particulier. Même si ce serait beau de sortir un nom, malheureusement non. Moi je m'inspire, enfin de tout le monde en fait. Tout le monde peut m'inspirer. Mmh. Oui, je comprends. Tu prends chez les autres, ce qui te semble bien et tu fais ton petit tri. Tiens, ça me dit bien, ça me dit pas, ça et après tu concilies un peu le tout. Donc ouais, tout le monde est source d'inspiration, je suis d'accord. C'est ça. Et aussi, je pense aussi que dans le côté rôle modèle, il y a ce truc de perfection, de culte de perfection. Et en fait, personne n'est parfait. Il y a plein. En fait, moi, je pense que j'ai été déçue de beaucoup de petites actions des fois. Et en fait, on peut être sublime et incroyable sur plein de trucs. Et des fois, même, notamment quand tu parles de la culture du viol, etc., et être complètement décevant sur ces questions-là. Donc, en fait, j'arrive plus à me dire, à idéaliser qui que ce soit. Et la vie m'a rendue méfiante, malheureusement, en fait. Donc, j'ai pas de rôle modèle. Je me dis toujours, il y a anguille sous roche. Non, mais je comprends, c'est normal. C'est par notre expérience, notre éducation, les chemins qu'on a parcourus, qu'on est qui on est actuellement. Donc, c'est important de l'accepter et d'être bienveillant par rapport à tout ça. Donc, C'est ça. aucun souci pour les rôles modèles. Du coup, pour la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Je sais pas, moi, c'est l'introspection. Mais après, je sais pas comment on peut faire de l'introspection. Mais j'imagine qu'il y a du contenu pour. Mais non, moi, je sais pas trop quoi répondre. Enfin, après, voilà, faut pas se mentir, hein, je suis beaucoup des médias de gauche et d'extrême gauche. Donc voilà, on va dire tout ce qui est autour de ça. Mais j'ai pas de contenu en particulier ou de livre en particulier, parce que je lis pas. Je suis plutôt sur du contenu radio ou télé. Donc là, je vais sortir des trucs bidons, mais pour moi, à part avoir lu et se poser des questions soi-même tout le temps, H24, sous la douche, quand tu conduis, il n'y a pas d'autres ressources que ce que tu as au fond de toi. Et d'aller vraiment chercher, si quelque chose te rend inconfortable, vraiment d'aller essayer de chercher là-dedans. Pourquoi ça a été inconfortable? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça en dit sur moi? Et ensuite, qu'est-ce que ça en dit sur l'autre, quoi. Mais c'est vraiment bidon et bateau ce que je raconte. Mais non, 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 c'est hyper important ce que tu dis, parce que moi, j'aime bien visualiser l'image comme quoi on a une pelote de laine en nous, et du coup, il faut la délier. Et des fois, on n'arrive pas, on comprend pas pourquoi on fait ça. Des fois, bah, ça peut être bien de faire ça avec un psy pour se faire accompagner, ça peut être bien de le faire soi-même, ça peut être bien de le faire avec les autres. En fait, c'est en fonction de notre mood du moment, et du coup, ouais, c'est accepter que la conscience de soi, ça se fait avec soi et avec les autres, en écoutant aussi des podcasts, en écoutant des paroles, des discussions, ça suffit à planter des petites graines et à faire qui on est actuellement. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est plus l'humain, quoi. Plus qu'un écrit ou un documentaire, etc. Vraiment, c'est l'autre. On lui parle, on voit. Et en fait, plus on parle à des gens, plus on parle à des gens différents, on se rend juste compte que, en fait, le monde qu'on se fait n'est pas le monde dans lequel on existe réellement. En tout cas, une multitude de possibilités, une multitude de façons d'agir. Et après, dedans, on choisit, on va dire, comme un jeu, un mode. Voilà. Moi, j'ai choisi le mode j'aimerais que les inégalités disparaissent, mais c'est utopique. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dedans. Et je vais essayer d'essayer, en tout cas. Complètement.
Et du coup, il me reste 2 dernières questions. C'est que signifie le terme féminisme pour toi? Bon, même si on en avait déjà parlé en début d'épisode, mais là, c'est pour la conclusion, forcément. Et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, le féminisme pour moi, je le vois, uniquement s'il y a l'aspect intersectionnel dedans, voilà. Je sais que beaucoup, comprennent comme égalité, entre hommes et femmes, mais pour moi, c'est juste, une égalité ou en tout cas, une équité entre tous les êtres humains. Voilà. C'est c'est comme ça, je le vois que comme ça. Voilà. Qui est-ce que j'aimerais voir au micro de, bah, en fait, j'aimerais bien, entendre, une amie réalisatrice à moi, Mmh. Sushila Leni, qui est une femme, adoptée et voilà, qui s'est mis à la réalisation depuis quelque temps. Donc comme c'est une personne, qui est tout le temps derrière l'écran, les récits qu'elle raconte à travers l'écran, je pense que c'est des récits qui lui parlent évidemment, elle fait ce choix-là. Mais j'aimerais bien l'entendre elle, vraiment et pas entre guillemets «passer par le biais de l'image et de montrer quelqu'un d'autre», mais elle, ce qu'elle, veut dire et ce qu'elle ressent et je pense qu'elle est beaucoup trop timide pour ça. Et je pense que voilà, mais j'adorerais, voilà, en savoir plus sur son travail et sur son parcours. Bah, merci, pour, cette recommandation. Ça sera avec plaisir d'interviewer au micro de Matrimoine féministe, hein. Celui-là, je pourrais, la mettre à l'aise. Du coup, je ferai de mon mieux si jamais, voilà, ça se fait. Bah, alors, de toute façon, on pourra en rediscuter, pour que tu me donnes, son nom et cetera, puisque c'est toujours intéressant, hein, d'échanger avec des personnes, en effet, avec une expérience très variée et du coup, bah, voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci aux personnes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et merci beaucoup, Vinola, pour ton temps, c'était top. Merci à vous. Du coup, bah, ciao, ciao tout le monde! Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!